on va laisser notre ami, collègue, professeur Nisrine Boussaïr partager la présentation. Donc, en attendant, vous pouvez poser des questions sur le truc conversé. Nous pouvons recueillir vos questions, il n'y a pas de souci. Un grand merci, Laurent Servet. Je rappelle que vous êtes professeur de pathologie neuromusculaire pédiatrique à l'Université d'Oxford d'Angleterre et professeur invité de neurologie pédiatrique à l'Université de Liège en Belgique, et vous intéressez à beaucoup de thérapies innovantes et vous avez beaucoup de projets sur la myotrophie spinale. Un grand merci pour la clarté, d'accord, et la manière pédagogique dont vous avez facilité la tâche à mes collègues qui sont en train de vous entendre et de vous regarder. Alors, Nisrine Boussaïr, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie la Société Roche et je félicite professeur Servet pour la qualité de sa présentation. C'était vraiment clair et excellent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de la génétique dans le diagnostic étiologique de l'hypotonie du nourrisson. Donc, il faut savoir que l'hypotonie du nourrisson est un motif de consultation fréquent en génétique médicale. Malheureusement, son incidence est difficile à estimer puisque c'est un symptôme non spécifique et non pas une maladie qu'on retrouve dans plus de 500 syndromes génétiques. L'hypotonie est d'origine génétique dans 60% des cas. Que ce soit donc cette hypotonie qu'on retrouve dans les syndromes génétiques ou les maladies génétiques, elle peut être centrale dans 60 à 80% des cas ou périphérique dans 15 à 30% des cas. Les étiologies de l'hypotonie sont très hétérogènes, que ce soit chromosomiques ou géniques. L'intérêt du généticien, c'est pour le diagnostic étiologique de certitude. Quand on a un diagnostic confirmé, on va établir une prise en charge adéquate. Ça a un intérêt aussi pour le pronostic vital, pour expliquer aux parents les différentes malformations qui pourraient être associées à telle ou telle hypotonie. Est-ce que ça va se compliquer par un retard mental? Est-ce que ça va se compliquer par un handicap moteur? Est-ce que ça va se compliquer par des malformations viscérales? Et surtout, quand on établit un diagnostic génétique, la hantise des parents, la question des parents, est-ce il y a un risque d'avoir un autre enfant atteint par telle ou telle pathologie qui inclut l'hypotonie, c'est ce qu'on appelle le cancer génétique. Et ce qu'on propose pour ne pas avoir un autre enfant atteint, c'est le diagnostic anténatal. Donc, pour les étiologies génétiques de l'hypotonie centrale, elles sont de diverses origines génétiques, qu'elles soient chromosomiques, ça veut dire par une atteinte anomalie de chromosomes, que ce soit le nombre de chromosomes, par exemple un chromosome de plus, comme la trisomie 21 qui est associée à une hypotonie centrale, ou la trisomie 18 ou 13, ou à une anomalie de structure des chromosomes. Ça veut dire c'est le changement de la structure des chromosomes, c'est un bout qui manque, un fragment chromosomique qui manque, ou un fragment ou échange entre chromosomes. Et pour les délétions aux petits fragments chromosomiques qui manquent, on a le syndrome de Critchat qui est secondaire à une petite délétion au niveau du bras court du chromosome 5, ou le syndrome de Wolf-Hirschhorn qui est associé à une petite délétion du bras court du chromosome 4. En plus d'autres anomalies chromosomiques. On a des syndromes microdélétionnels. Les syndromes microdélétionnels, ce sont des syndromes chromosomiques, sauf que les anomalies sont de très petite taille, qu'on ne peut pas les voir sur l'eucaryotype, la carte chromosomique. Donc, il faut des techniques qui combinent et la cytogénétique, l'étude cytogénétique, et les techniques de biologie moléculaire pour mettre en évidence ces petites délétions, ces petits fragments chromosomiques qui manquent ou des duplications. Et parmi les syndromes qui entraînent une hypotonie centrale sévère, c'est le syndrome de Prader-Willi qui est dû à une petite délétion au niveau du bras long du chromosome 15, et ceci dans 70% des cas. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? Et aussi, il y a le syndrome de Miller-Diecker, qui lui aussi, il est dû à une petite délétion, un petit fragment chromosomique qui manque au niveau du chromosome 17, qui est associé à une hypotonie sévère, à une neurodégénérescence, à une lysencéphalie. Et puis, on a d'autres syndromes géniques, ça veut dire dû à une anomalie au niveau des gènes, comme le syndrome de Joubert. Donc, le syndrome de Joubert,
Lui aussi, c'est un syndrome neurodéveloppemental qui inclut comme signe pathognomonique le signe de la molaire dentaire au niveau de l'IRM cérébral avec une hypoplasie du vermis cérébelleux et qui peut être associé à des anomalies oculaires, rénales, des extrémités. Il y a des modes de transmission autosomique récessifs ou récessifs liés à l'X, mais à la naissance, il inclut une hypotonie. Et puis, on a le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, il n'atteint que les sujets de sexe féminin, les filles. En fait, ce sont des filles qui naissent normales à la naissance. Puis, à partir de la première et la troisième année, il y a une régression psychomotrice, installation de l'hypotonie et une stéréotypie des mains. Et puis d'autres syndromes géniques comme le syndrome de Sotos qui inclut une hypotonie, une macrocéphalie et un retard de développement psychomoteur. Toujours dans les hypotonies d'origine centrale, on a les erreurs innées du métabolisme. Il y a toute une panoplie de pathologies métaboliques. Donc, je vais prendre le syndrome de Zellweger, qui est un syndrome autosomique récessif qui inclut une hypotonie néonatale sévère à la naissance, une dysmorphie faciale, atteinte oculaire, une cataracte et des kystes rénaux. Puis aussi, on a le syndrome de Smith-Lepli-Opitz, qui est dû à un déficit en 7-dihydrocholestérol, anomalie du métabolisme du cholestérol. Et puis aussi, il a une dysmorphie caractéristique et une hypotonie et atteinte du système nerveux central. Et pour les autres hypotonies, pour les hypotonies périphériques, comme l'a bien expliqué professeur Servet, ça peut être soit une atteinte de la corne antérieure, soit une atteinte des nerfs, soit une atteinte de l'action neuromusculaire ou l'atteinte des nerfs périphériques. Donc, pour l'atteinte de la corne antérieure, j'insiste sur l'amyotrophie spinale infantile, puisque c'est une parmi les causes les plus fréquentes de l'hypotonie du nourrisson au Maroc. C'est ce qu'on constate dans notre pratique quotidienne. Et d'après un article publié par l'équipe de génétique de Rabat, ils ont pris des nourrissons hypotoniques au niveau de la néonate ou des services de pédiatrie. Et parmi les 78% des nourrissons hypotoniques qui n'ont pas d'EMG, on a trouvé une délétion donc, de l'homozygote de l'exancêtre du gène SMN1 qui confirme l'amyotrophie spinale infantile. Et d'autant plus, le taux, c'est parmi les pathologies qui sont favorisées par la consanguinité et le taux des hétérozygotes, ça veut dire des sujets porteurs sains de cette anomalie est très fréquent au Maroc. Il y a des anomalies de la hypotonie périphérique due à une anomalie de la jonction neuromusculaire. Et je prends comme type de description la myasthénie congénitale, comme l'a bien expliqué professeur Servet. Et puis, il y a d'autres causes d'hypotonie périphérique. Vous voyez, il y a plein de myopathies congénitales. Vous voyez, il y a plusieurs gènes, plusieurs modes de transmission. Comme l'a bien expliqué professeur Servet, ça rend l'étude génétique complexe. D'accord? Maintenant, quand on reçoit un enfant hypotonique, comment on va s'orienter vers telle ou telle étiologie? Là, pour déterminer l'étiologie d'une hypotonie, il faut partir, avancer pas à pas. Toujours, on part, c'est la clinique qui va nous orienter, comme l'a bien expliqué le professeur Servet. Il faut commencer par l'anamnèse. Toujours dans l'anamnèse, il faut voir l'histoire naturelle prénatale et périnatale. Il faut essayer d'éliminer les causes environnementales, que ce soit infectieuses, prises médicamenteuses ou toxiques, ou une pathologie maternelle comme le diabète ou l'épilepsie. La souffrance néonatale. Durant l'histoire périnatale, il faut toujours faire attention à la taille du cordon ombilical. Quand vous avez un cordon ombilical qui est court, donc c'est en faveur d'une diminution des mouvements fœtaux et c'est en faveur d'une atteinte neuromusculaire. Dans l'histoire naturelle postnatale, toujours, il faut demander, est-ce qu'il y a une convulsion, une épilepsie? Est-ce qu'il y a une apnée? Une apnée
avec une transmission autosomique récessive peut nous orienter vers un syndrome de Joubert. Est-ce qu'il y a une détresse respiratoire qui peut accompagner la myotrophie spinale infantile ou bien des troubles alimentaires? Par exemple, on a dans le syndrome de Prader-Willi, à partir de l'âge de 18, avant l'âge de 18 mois, l'enfant il a des difficultés alimentaires. Il n'arrive pas à s'alimenter, il est hypotrophe. Puis tout à coup, à partir du 18e mois, il y a une installation d'une boulimie qui va être à l'origine par la suite d'une obésité. Il faut toujours vérifier la progressivité de l'hypotonie. Est-ce que l'hypotonie n'était pas, est-ce qu'elle était néonatale? Est-ce qu'elle est progressive? La sévérité. Parfois, dans certains syndromes, comme le syndrome de Critcha, on a au départ une hypotonie. Puis par la suite, ça va se transformer en hypertonie. Et là, c'est très important pour l'orientation diagnostique. N'oublions pas aussi d'évaluer les acquisitions psychomotrices. Donc, toujours demander la chronologie, est-ce qu'il y a un décalage, un retard? Et puis, l'intervalle libre. Il y a des enfants qui sont tout à fait normaux et puis à partir de 3 jours, à partir d'un mois, il y a une régression psychomotrice, installation de l'hypotonie. Par exemple, dans les erreurs innées du métabolisme, ou bien une régression psychomotrice, comme dans le syndrome de Rett. Bien sûr, en tant que généticien, il faut toujours dessiner l'arbre généalogique, voir est-ce qu'il y a des cas similaires. Par exemple, si il y a des antécédents de myotonie, donc par exemple dans la myotonie de Steiner, comme l'a bien expliqué le professeur Servet, il faut toujours tenir la main de la maman pour voir est-ce qu'elle est myotonique. Est-ce qu'il y a des antécédents, par exemple, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth? Là, ça serait facile. On va directement vers le test génétique parce qu'on a des antécédents familiaux et en confrontation avec la clinique. Toujours vérifier est-ce qu'il y a une consanguinité, l'âge maternel parce que ça favorise les pathologies chromosomiques, l'âge paternel avancé, ça favorise les pathologies autosomiques dominantes. Est-ce qu'il y a des fausses couches, ça peut nous orienter vers des anomalies chromosomiques? Est-ce qu'il y a des antécédents de décès de nourrissons ou de nouveau-nés qui peut nous orienter vers des erreurs innées du métabolisme? Donc, quand on dessine l'arbre généalogique, on va s'orienter soit donc pour les pathologies mendéliennes, ça veut dire qu'ils sont dus à des anomalies au niveau de l'ADN nucléaire, au niveau du noyau de la cellule. Donc, on a le mode de transmission autosomique récessive comme ce qu'on trouve dans la myotrophie spinale infantile. Dans ce cas-là, pour chaque gène, pour les gènes sur le chromosome non sexuel, les autosomes, on a une version paternelle qui provient de notre papa et l'autre qui provient de notre maman. Si on a les deux allèles, maternels et paternels, qui sont mutés, c'est ce qu'on appelle homozygote. Est-ce que c'est par exemple la délétion homozygote de l'exon 7 du gène SMN1 qui est impliqué dans 95 à 98% des cas de la myotrophie spinale infantile? On a des formes autosomiques dominantes, vous voyez en bas. Donc là, c'est un seul allèle qui est muté et l'autre allèle n'est pas muté. Mais le fait d'avoir un seul allèle qui porte l'anomalie génique est suffisant pour que la maladie se déclare. Et puis, on a d'autres pathologies qui se transmettent par le chromosome X. Donc, on a des anomalies au niveau du chromosome X. On a des anomalies récessives liées à l'X. Dans ce cas-là, c'est en général juste les garçons qui sont atteints parce qu'ils ont un seul chromosome X. Et puis, on a des formes, donc pour la transmission récessive liée à l'X, c'est comme ce qu'on trouve dans le syndrome de Menkes, qui est une anomalie du métabolisme du cuivre et qui s'accompagne d'une hypotonie. Et puis, on a la forme en haut, dominant liée à l'X. Donc là, ça atteint aussi bien les filles que les garçons. Et parfois, c'est le cas, par exemple, du syndrome de Rett à transmission dominante liée à l'X. Et puis, il ne faut pas oublier l'ADN mitochondrial qui est au niveau du cytoplasme de la cellule. Donc, on a des maladies qui sont dues à des anomalies au niveau de l'ADN mitochondrial et non pas nucléaire. Et dans ce cas-là, ce sont les mamans qui transmettent la maladie aux enfants et non pas les papas.
Donc, après avoir effectué l'arbre généalogique, on va s'orienter vers tel ou tel mode de transmission et c'est très important pour s'orienter vers l'étude de tel ou tel gène. Bien sûr, il faut compléter par une étude clinique. Et là, pour les hypotonies, surtout les hypotonies d'origine centrale, il faut toujours voir est-ce que l'hypotonie est associée ou non à une dysmorphie faciale, à une anomalie de morphologie de la face. Donc, pour l'examen dysmorphologique, donc on divise le visage en 3 étages, étage supérieur, moyen, inférieur. Et on va voir, par exemple, dans l'étage supérieur, l'aspect des cheveux, est-ce qu'ils sont clairsemés, est-ce qu'il y a, par exemple, des fils argentés, des pigmentés qui peuvent nous orienter vers une maladie de Menkès. Voir aussi le front, est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il y a des bosses frontales, voir l'étage moyen qui comprend les yeux, le nez, voir est-ce qu'il y a un écart, par exemple, entre les yeux, c'est ce qu'on appelle hypertolorisme, voir l'aspect du nez, et puis dans l'étage inférieur, il faut voir la bouche, est-ce qu'elle est petite, microstomie, grande, macrostomie, ne pas oublier surtout la cavité buccale, l'examen de la cavité buccale. Donc, par exemple, quand vous voyez la langue, s'il y a une macroglossie, ça peut nous orienter vers une maladie de pompe en association avec d'autres éléments d'orientation clinique. Les fasciculations, comme l'a bien expliqué professeur Servet, ça oriente vers une amyotrophie spinale infantile. Et aussi le menton, est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est d'orientation postérieure aussi, par exemple, le rétrognatisme? Donc, tous ces éléments de la dysmorphie, ils peuvent rien qu'avec la dysmorphie faciale, on peut s'orienter vers tel ou tel diagnostic et bien sûr, par conséquent, s'orienter vers tel ou tel test génétique. On va prendre des exemples. Par exemple, la photo A, donc là, c'est typique. C'est un enfant trisomique, un nourrisson trisomique 21. Là, pour la photo B, vous voyez, c'est une fillette qui a un visage arrondi lunaire, un écart entre les yeux, hypertellorisme, hypercanthus, une petite bouche. Là, c'est un syndrome de Critcha, donc pathologie chromosomique. Et puis là, on a un enfant, donc la photo C, qui a une microcéphalie et vous avez un ce nez-là en forme de casque, en casque de guerrier grec. Donc, cet enfant-là, cet nourrisson a également un retard de croissance intra-utérin et une pathologie malformative. Donc, ça nous oriente vers un syndrome de Wolff-Hirschhorn par pression du bras court du chromosome 4. Et là, la photo D, vous voyez une rétraction bitemporale, la boulimie qui s'installe à l'âge de 18 mois, une hypotonie d'origine centrale très manifeste. Là, ça nous oriente vers un syndrome de Prader-Willi. Et là, vous avez un enfant qui présente un comblement périorbitaire, des joues tombantes, des lèvres charnues et la lèvre inférieure éversée, avec un phénotype comportemental particulier, ça oriente vers un syndrome de Williams. F là, vous voyez une dysmorphie typique, un tronc qui est haut, bosse frontale, fente paternale oblique en bas et en dehors, ça nous oriente vers un syndrome de Sotos. Et là, voilà le G. Donc, vous avez un enfant qui présente une dysmorphie caractéristique avec les narines antéversées, ptosis et des syndactylies. Et là, pour la dysmorphie, il ne faut jamais oublier les extrémités. Voir est-ce qu'il y a syndactylie, des doigts qui manquent, des doigts de plus, parce que ça nous oriente vers tel ou tel diagnostic. Et là, pour cette dysmorphie faciale caractéristique, cette syndactylie, ça nous oriente vers le syndrome de Smith-Fleming-Opitz. Vous voyez, rien qu'avec la dysmorphologie, on peut s'orienter vers tel ou tel diagnostic sans avoir besoin de tests sophistiqués. Donc là, pour cet examen dysmorphologique, donc doit s'accompagner de la mensuration, le PC, est-ce qu'il y a microcéphalie, est-ce qu'il y a macrocéphalie, hypotrophie avant-staturale, comme par exemple dans le syndrome de Sotos, l'examen de la cavité buccale, chercher par exemple des mamelons ombiliqués qui vont nous orienter vers une maladie métabolique comme des anomalies de la glycosylation, est-ce qu'il y a une hépatosplénomégalie vers certaines pathologies des erreurs innées du métabolisme? Est-ce qu'il y a une ptosis ophtalmoplégie externe qui nous oriente vers une myasthénie congénitale, ectopie de cristallin vers une homocysténurie? Et bien sûr, il faut un examen somatique complet. Donc, à l'issue de cet examen généalogique, dysmorphologique et somatique, on a soit une orientation diagnostique, donc plus souvent, dans 50% des cas,
ou parfois il faut compléter par d'autres examens et on va voir un arbre décisionnel. Donc, devant une hypotonie centrale, donc si elle est syndromique, ça veut dire elle est associée à une dysmorphie, là, il faut, donc quand on est orienté par la dysmorphie vers tel ou tel syndrome, on va s'orienter vers le test génétique adapté. Donc, s'il n'est pas syndromique, il faut faire une imagerie cérébrale qui va nous orienter vers une anomalie cérébrale. Donc, pour les hypotonies périphériques, donc là, vous voyez, pour l'amyotrophie spinale infantile, c'est le regard, l'hypotonie, les fasciculations. Donc, nous, on fait le test génétique sans avoir ni CPK ni EMG. Donc, et avec l'arbre généalogique, il y a une transmission autosomique récessive. Donc, pour d'autres pathologies, donc on peut avoir, donc c'est la clinique qui prime, donc en collaboration avec les neuropédiatres, et puis on peut avoir besoin d'un petit bilan à base de CPK, EMG, pour s'orienter soit vers une myopathie congénitale, une myasthénie ou autre. Donc, on a d'autres hypotonies centrales, mais qui sont associées à des anomalies du système nerveux central, à une épilepsie ou des convulsions. Là, il faut penser à des anomalies mitochondriales ou à des aminoacidonopathies ou d'autres erreurs innées du métabolisme. Et là, il faut faire le bilan métabolique adapté avant de faire le test génétique. Donc, quand on a par exemple une hypotonie associée à une atteinte multisystémique, cataracte, cardiomégalie, hépatomégalie, kyste au niveau du rein, lipodystrophie, il faut voir les désordres, les désordres concernant les molécules complexes. Et là aussi, donc en fonction du bilan, on va s'orienter vers tel ou tel diagnostic et par la suite confirmé par le diagnostic génétique pour le conseil génétique et un éventuel diagnostic anténatal. Donc maintenant, pour les tests génétiques, comme je vous l'ai dit, il y a des tests génétiques qui cherchent les anomalies chromosomiques, soit de nombre ou de structure, c'est le karyotype. Donc là, ça confirme, par exemple, là, c'est une fillette qui présente une trisomie 21. Donc, vous voyez les 3 chromosomes 21. Et puis là, c'est une fillette qui présente une délétion, un petit bout. Donc, vous voyez la flèche rose qui manque au niveau du bras court du chromosome 5. Et ça confirme le diagnostic du syndrome du Critcha. Donc là, il y a certaines anomalies chromosomiques qui ne peuvent pas être visibles sur le karyotype. On a besoin d'autres techniques sophistiquées qui combinent et la cytogénétique et la biologie moléculaire, comme l'hybridation in situ en fluorescence. Voilà un enfant qui présente un syndrome de Prader-Willi. Donc, on va utiliser une technique. Donc là, on devait avoir 2 spots verts et 2 spots roses. Là, vous voyez juste un seul spot rose qui manque au niveau du chromosome 15. Et là, ça confirme le syndrome de Prader-Willi. Et cette délétion, elle est retrouvée dans 70% des cas du syndrome de Prader-Willi. Et puis, parfois, on a une dysmorphie faciale, un retard du développement psychomoteur qui nous oriente vers une anomalie chromosomique. Mais le karyotype revient normal et on n'a pas une orientation vers tel ou tel syndrome. Donc là, il faut faire une technique qu'on appelle la CGH array qui va montrer les petites délétions ou les duplications qu'on ne voit pas sur le karyotype. Et puis, on a les techniques de génétique moléculaire ou de biologie moléculaire qui vont permettre de mettre en évidence les anomalies au niveau des gènes. Et là, donc pour les types d'anomalies, donc on a soit les anomalies, ces changements ponctuels qui touchent une base ou un petit nombre de bases, par exemple la perte d'une base qu'on appelle délétion, ou l'ajout d'une base, une insertion, ou changement d'une base par une autre, ou bien un autre type d'anomalie génique. Là, c'est par exemple tout un gène qui est manque, un gène qui est inversé, un gène qui est dupliqué. Là, on appelle un gros remaniement. Et là, pour chaque type d'anomalie génique, il faut un type de test génétique adapté. Donc, pour les tests génétiques, on a soit une étude ciblée, par exemple. Donc, par exemple, pour l'amyotrophie spinale infantile, comme l'a bien expliqué le professeur Servet, donc l'anomalie responsable, dans 95 à 98% des cas, c'est une délétion
homozygote, ça veut dire au niveau de l'allèle maternel et paternel de l'exon 7. Donc là, voilà un exemple d'une étude, d'un résultat fait au service de génétique. Et là, vous voyez ce patient-là, on a une seule bande, ça veut dire un patient qui présente la délétion homozygote. Parfois, on a une clinique qui est vraiment, qui oriente vers la myotrophie spinale infantile. Mais là, on a juste la délétion hétérozygote, comme l'a bien expliqué le professeur Servet. Il faut séquencer l'autre allèle pour mettre en évidence la mutation ponctuelle dans 2 à 5% des cas. Et puis, on a d'autres techniques ciblées, donc séquençage ciblé, comme le syndrome de Rett, je vous l'ai bien expliqué, ce sont des fillettes qui ont un bon développement psychomoteur jusqu'à l'âge d'1 an à 3 ans, et puis régression psychomotrice, hypotonie et installation d'une microcéphalie secondaire. Là, on va directement vers le gène MECP2, on va le séquencer, on va mettre une délétion, là c'est une délétion hétérozygote. Vous voyez, vous avez un pic de thymine avec un pic de cytosine, et le fait d'avoir changement des cytosines par une thymine, là, ça confirme le diagnostic. Parfois, pour le syndrome de Joubert, il n'y a pas qu'un seul impliqué, un seul gène impliqué. On peut avoir plusieurs gènes impliqués. On ne va pas s'amuser à séquencer chaque gène à part. Là, avec les techniques de séquençage au débit, les séquençages de dernière génération, on peut séquencer tous les gènes à la fois. C'est ce qu'on appelle un panel de gènes. On va avoir un résultat rapidement, surtout que ces enfants-là peuvent faire des apnées et peuvent décéder rapidement. Et puis, donc, il y a ce qu'on appelle le multiple panel ou l'examen. Comme l'a bien expliqué le professeur Servet, ce n'est pas un test sophistiqué qui va confirmer le diagnostic. Il faut toujours l'anamnèse, l'examen clinique qui peuvent nous orienter vers tel ou tel diagnostic. Quand est-ce qu'on va s'orienter, on va indiquer l'examen? Par exemple, ça nous arrive, donc on s'oriente vers telle ou telle pathologie. On a étudié tous les gènes connus à ce jour-là, mais on ne trouve pas de mutation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être qu'il y a un nouveau gène. Dans ce cas-là, il faut séquencer toutes les régions codantes de notre génome. C'est ce qu'on appelle l'exome. Donc, pourquoi rechercher l'origine génétique? C'est d'abord confirmer le diagnostic. Pour le conseil génétique, donner un risque de récurrence pour telle ou telle pathologie. Et là, ce risque de récurrence, il va de est-ce que c'est une pathologie chromosomique de l'anomalie, est-ce que c'est une pathologie génique, est-ce qu'elle est mendélienne de type de mode de transmission autosomique récessive, autosomique dominant, dominant lié à l'X ou récessive lié à l'X, ou c'est une pathologie, mais aussi pour pouvoir proposer un diagnostic ou un diagnostic pré-implantatoire pour les couples qui le souhaitent. Pour conclure, donc l'hypotonie, comme je l'ai dit, c'est un symptôme et non pas une pathologie et qui est inclus, donc on retrouve dans plusieurs étiologies, d'où l'intérêt d'un diagnostic, d'une démarche étiologique pas à pas. Donc, démarche diagnostique pas à pas implique une équipe multidisciplinaire. Donc, l'intérêt du test génétique, c'est la confirmation du diagnostic étiologique pour pouvoir prendre en charge une maladie, donc, et surtout pour certaines pathologies qui ont un traitement ou un régime diététique, comme les erreurs innées du métabolisme, pour le conseil génétique et le diagnostic anténatal. Et j'insiste sur les avancées thérapeutiques dans certaines maladies génétiques neuromusculaires qui nécessitent la caractérisation de l'anomalie génétique. J'insiste également sur le dépistage néonatal qui permet de prendre en charge précocement ces enfants qui ont une hypotonie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Oustada Nisrine Aboussaer. Je vous rappelle que vous êtes professeur de génétique au CHU de Marrakech et vous êtes référente des maladies rares au même CHU. Et avant toi, il y avait professeur Laurent Servet, professeur de pathologie neuromusculaire pédiatrique. Moi, je pense que nous avons eu le droit aujourd'hui à 2 experts d'excellente qualité. Il y avait de très bons retours auprès de mes collègues qui interagissent. Il y a
un retour très positif. Je pense que les questions, tu as répondu à l'essentiel, Laurent, d'accord, mais c'est pas grave, je vais voir s'il y a des questions qu'on peut répéter. Sinon, c'est pas, est-ce que vous avez des échanges que vous pouvez faire entre vous, Laurent, Nisrine? Moi, j'ai toujours envie de vous titiller avec avec le screening néonatal. Il n'y a pas de screening néonatal du tout au Maroc? Non. Il n'y a pas de… Donc, il y avait des réunions pour mettre en place le dépistage néonatal, mais il n'est pas encore mis en place.